Bonjour à toutes et à tous, salut Julien. Salut mon Karim. Ça roule? Super, impeccable. Aujourd'hui, une toute première vidéo, la toute première peut-être d'une longue série, qui est consacrée au cherry, qui est très utilisé dans les vieillissements des whiskies. Et pourquoi cette idée de vidéo? J'ai lancé il y a début août, fin juillet, début août, une question sur mes petits réseaux, à savoir si vous étiez intéressé par Qu'est-ce que c'est que le cherry, et tout de suite est remonté. Ah bah oui, bien sûr, fais-nous partager tes connaissances, patati patata. Ça intéresse pas mal de monde, donc on va se lancer, on va essayer de vous répondre du mieux possible à ces questions, à ce sujet, et par la suite peut-être à toutes les questions que vous vous posez. Alors, première question, le cherry c'est quoi? Est-ce que c'est ces petits chocolats qu'on bouffe à Noël absolument dégueulasses? Ou est-ce que c'est un truc à goût de cerise, donc pas genre, oh regardez-moi chez whisky, il est rougeâtre et il a ce petit goût de cerise. Eh ben non, c'est Non tout faux. Oh, merde. C'est pas ça du pas tout. ça. C'est pas Je ça suis du faux. tout. Non, Voilà. non, mon Karim, tu connais beaucoup de choses. Alors, C'est le quoi, cherry. Le cherry, c'est avec un S et non un C. On ne se trompe pas. Donc le cherry, on l'appelle aussi Xérès en français. En fait, ce sont des vins blancs espagnols en provenance d'Andalousie. Et la majeure partie de la production s'effectue à Jerez de la Frontera dans la région de Cadix. Ces vins, les vins de Xérès, sont fortifiés à l'eau de vie de raisin. Alors entre 13, 15 et 18% selon les variétés. Et il existe une variante du sherry aussi qu'on connaît moins, qui s'appelle le Montilla Moriles, qui est produit au sud de Cordoue. Mais ces vins sont identiques, hein. C'est juste l'appellation d'origine contrôlée en français qui est différente. Ok. Voilà. Mais alors du coup, le cherry, donc je suppose qu'il y en a plusieurs variétés. On voit ça souvent sur les étiquettes de bouteilles. Il y a finition, Cherry Cask. Voilà, Cherry Cask. Les Oloroso, PX, c'est un peu obscur tout ça. Ouais. Le cherry, ça vient d'où? Est-ce que c'est un truc qui a été inventé par, je sais pas, les extraterrestres en Antiquité? Est-ce que ce sont j'en sais rien, les lézardiens? Raconte-nous. Alors effectivement, l'histoire du sherry et de sa fabrication remonte à l'Antiquité. Ah. Par contre, il n'y avait toujours pas de Martiens, pas plus aujourd'hui. C'est les Phéniciens qui furent les premiers à fortifier des boissons en ajoutant du vin au jus de fruits, afin de limiter son vieillissement tout en créant une boisson de grande consommation. Les Grecs, fins commerçants, furent les premiers en fait à faire sortir les boissons fortifiées de leur pays natal et à les revendre à travers les liens tissés autour de la Méditerranée, donc au travers des nations européennes par la suite. C'est dans l'Empire romain, très friand des divers types de vins existants, hein, on les connaît, qui va améliorer cette boisson qui n'est pas encore tout à fait un sherry. En fait, pour faire ressortir le goût, faisait bouillir les jus de fruits afin de maximiser son taux de sucre avant d'y ajouter le vin. Cela rendait plus doux et plus facile à boire lors des célèbres libations. C'est quoi une libation? Eh ben, c'est une bonne question parce que Ça serait pas un truc en faveur des dieux, genre un peu pété? ils étaient là. Hop, ils ont versé je quelque t'arrose chose tout par ça terre, et genre Jupiter leur accordait toutes les faveurs qu'il voulait. Mais c'est les morts qui introduisent la distillation dans le processus de fabrication qu'allait naître donc le sherry. Très très fort les morts. Merci à eux d'ailleurs. La forme de ce sherry est encore légèrement différente car le vieillissement sous flore bactérienne était complètement exclu à l'époque. Ils furent donc les premiers à ajouter de l'alcool de raisin dans le vin. Et c'est suite à l'invasion de l'Espagne que le procédé allait traverser la Méditerranée pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc ce sont les Espagnols et plus particulièrement, oui, la région de Jerez et de Montilla Moriles, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui améliorent la production et découvrent la maturation sous flore bactérienne grâce à leur climat plus propice au développement des bactéries. Alors du coup Julien, une fois que les Espagnols avaient un petit peu amélioré tout ça, on passe du coup un peu plus tard, au niveau du XVIe siècle, où en fait ce sont les Britanniques qui, à l'époque, qui avaient découvert le cherry lors de leurs escapades, c'est dur à dire, sur le continent, et qu'ils avaient ramené avec eux dans leur bagage. Ça s'est démocratisé rapidement dans tout le pays, si bien que en fait ils en avaient tellement qu'ils balançaient les tonneaux un peu à la YOLO, hein, il faut sur le trottoir ou dans les champs, et ça s'est retrouvé vraiment comme ça dans la campagne. Et du coup, les distillateurs, ceux qui faisaient du whisky, les ont récupérés pour pouvoir stocker leur gnôle, tout simplement.
ils se sont rendus compte que, d'une part, ils économisaient pas mal d'argent parce que du coup, ils n'avaient pas de contenant à acheter. Et d'autre part, ils se sont rendus compte que ces fûts dans lesquels il restait un tout petit peu de vin apportaient quelque chose en plus à leur whisky lors de son vieillissement parce que du coup, ça maturait là-dedans pendant quelques mois, quelques années parfois. Et ça a vraiment donné une valeur ajoutée qui, encore aujourd'hui, persiste. Et c'est devenu une sorte de norme, un standard. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve tout un tas de spiritueux, pas forcément des whiskies, finis en fût de sherry. Ouais. D'ailleurs, les fûts de sherry sont les seconds les plus utilisés après les fûts de bourbon bien connus. Alors du coup, je crois me souvenir que les fûts de sherry sont un peu plus gros que les fûts de bourbon. Il me semble que les fûts de bourbon, c'est 280 litres. Et on est à plus de 500 litres de gros fûts pour les fûts de sherry. Alors, il faut savoir d'ailleurs que les fûts de sherry sont de plus en plus rares. Et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Parce que ça a une production très contrôlée. Et du coup, on en trouve de moins en moins sur le marché. Ce qui fait qu'un fût de 500 litres de sherry, suivant son usage, suivant l'origine, peut avoir une somme monstrueuse à l'achat pour les distilleries. On a vu ce que c'était, on a vu où à peu près où c'était produit. On va parler de la fabrication. La fabrication, ça se fait comment un vin d'Espagne, un sherry? Alors le sherry, il est vinifié à partir de 3 cépages différents. Il y a le Palomino Fino, qui est utilisé à 90% et donne au vin ce petit goût de noisette. Comme beaucoup de trucs d'ailleurs, le fameux goût de noisette. On a le Pedro Ximénez, plus sucré, et le Muscat ou Moscatel en espagnol, semblable au PX, au Pedro Ximénez. La récolte, comme tout vin, se fait en septembre. Les grappes les plus mûres sont récoltées puis mises à sécher 1 ou 2 jours dans un lieu appelé almiar. Almiare. Je ne sais pas comment ça se dit, je ne parle pas un très mot d'espagnol. Paella. C'est ça. C'est bien. Et puis bien ensuite la vinification. Et là, on va s'intéresser aux 2 grandes catégories qui nous concernent pour le whisky. Alors du coup, Julien, je crois me souvenir qu'il y a donc 2 types. Il y a les cherry secs, comme ça, là, les Palomino Fino. C'est ça, exactement. Et l'autre, c'est quoi? Les sherry doux. Comme ceux-là, là, ou là. Là, juste là. Voilà. Alors les sherry secs, ils sont mis à vieillir avec de l'air dans le fût afin qu'une couche de bactéries appelée flore. Ah, on peut peut-être s'arrêter là-dessus. La flore. Flore, ouais. Tu sais ce que c'est, mon Karim? Rapidos. La flore, en fait, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vont agir sur la fermentation du jus de raisin en vin, en fait. Elle est multiple, elle est basée, je pense, parce que je ne suis pas un expert en sherry, attention, je ne suis voilà. Mais il me semble opportun de dire que ce sont certainement des levures, des levures saccharides qui vont intervenir dans le processus de fermentation. Elles vont venir un petit peu transformer le sucre contenu dans dans le jus de raisin pour en faire du vin. Et puis il y a un certain nombre d'autres intervenants qui vont être par exemple des bacilles lactiques qui vont apporter des arômes en fait au fur et à mesure de la vinification. Et puis dans l'eau, il y a quelques petites bactéries diverses et variées qui vont également apporter au processus de fermentation différents arômes. Et c'est un processus qu'on retrouve vraiment partout quand il s'agit de fermentation, en fait, que ce soit pour de la bière, du vin, j'en sais rien moi, du raffia. Voilà, c'est vraiment le processus de base, quoi. Alors du coup, en fait, la flore, c'est la même pour tous, quoi. C'est la même pour tous, c'est assez générique. En fait, c'est la façon dont on va travailler avec. Je reviens sur les sherry secs, où on va distinguer des choses que vous avez déjà vues sur la bouteille. On distingue plusieurs types. Vous voyez, il y a les Fino, Manzanilla, Oloroso et Polo Cortados. Pour les doux, il y en aura d'autres. Je vais revenir juste sur le calendrier. Donc là, on était en septembre, on a récolté, on fait sécher. Là, au mois de décembre, en fait, s'effectue une première dégustation pour définir la qualité du sherry. Et on va la noter sur le fût. Les plus abondants en flore, donc nous y voilà, seront amenés à devenir des finos, alors que ceux qui en contiennent moins deviendront des oloroso. On va ensuite ajouter donc de la liqueur de raisin pour fortifier.
on va monter à 13,5 pour les finaux. Les Manzanilla également, jusqu'à 15 degrés à peu près. Et ensuite les Oloroso à 18 degrés d'alcool au total. Ensuite, on met ça en vieillissement dans des fûts. Donc, du coup, il y a, tu nous as parlé des sherry doux. C'est quoi la différence en fait? Le sherry doux, il est fait comment? En fait, les sherry doux, ils ont une plus forte concentration en sucre, ce qui assure donc une fermentation spontanée et très lente. Voilà. Afin de stabiliser l'activité microbiologique dans la fermentation des mous de raisin, l'alcool est ajouté avant la mise en fût. Ainsi, le vin est stabilisé pour passer l'automne et l'hiver. Après quoi, le nouveau vin est soutiré et enrichi. On n'a rien bu avant. Hein, à 18 et 22 degrés. Donc là, plus fort que ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est ensuite laissé à vieillir en fût de chêne américain. Et la quasi-totalité de la production sert à produire des sherry de type PX, donc Pedro Ximénez. Alors du coup, comment ça vieillit un sherry? C'est tout bête. Ça, on l'utilise aussi, vous verrez un rapport avec les rhums. Pas la communauté, on est d'accord? Non. C'est pas meilleur. Il faut préciser parce que t'es con, je vais avoir les yeux on rouges. fait vieillir les... Pardon. Bref. Donc le vieillissement. Oui. Attends. Tu te débrouilles avec ça après. Hein. Et après maturation, en fait, ils peuvent être mis en vieillissement avec un processus en escalas appelé solera. En fait, un processus de pyramide. Les fûts en fait sont empilés sur plusieurs étages. Tu vois, alors de 3 à 14, suivant la taille du négociant. Contenant donc tous du sherry de provenance identique, ça c'est très important. Donc les fûts les plus bas, il faut les imaginer, une rangée de 10 par exemple, sont les plus vieux. On va soutirer un tiers par exemple pour mettre en bouteille. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va remplir le manque d'en bas avec ce qu'il y a juste au-dessus. Donc on va remplir les tiers manquants. Donc forcément, comme il y a moins de fûts sur le dessus, on va plus les vider. Il va peut-être y avoir plus que la moitié dans chacun des fûts présents ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir avec l'étage du dessus, ceux du dessous. Jusqu'en haut de la pyramide, où généralement le fût va être presque à poil, tout vide. Donc on va remettre du jeune vin là-dedans. D'accord. Voilà le système de Solera. On va revenir plus précisément. Ouais, on a vu la fabrication, le vieillissement. Est-ce qu'on peut aborder un petit peu plus en détail sur les différents types de vin espagnol? Pas de souci. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Il y avait les secs avec les finos. Donc lui, c'est le plus sec des sherry en fait. Il est fabriqué, comme on l'a dit, dans la province de Jerez. Il subit un vieillissement uniquement biologique sous sa flore bactérienne, caractérisée par un goût frais et des notes noisettes. Il y a ensuite le Manzanilla. Donc en fait, ce sherry, c'est un fino, mais qui est fabriqué dans une autre province, le Sanlúcar de Barrameda. On est sur un climat plus côtier, plus frais, plus humide. Et donc en fait, ça permet à la flore bactérienne de mieux se développer. Il est donc encore plus frais que le fino et beaucoup plus salin. Il y a également les Amontillado, donc qui sont des sherry dont la flore bactérienne a disparu ou a été volontairement détruite au cours de sa maturation par ajout d'alcool afin de lui offrir une deuxième partie de vieillissement par oxydation de l'air. C'est un sherry plus lourd, un sherry légèrement plus doux que les finos. Un qui est très très connu, on va vous parler de l'Oloroso. Donc lui, à l'opposé des finos, tout en restant dans la catégorie des sherry secs. En effet, peu après sa mise en fût, alors que la flore bactérienne commence seulement à se développer, on lui ajoute une quantité d'alcool qui lui permet de monter à 18 degrés afin de vieillir uniquement par oxydation. Il est beaucoup plus sombre que ses homologues et a beaucoup plus de caractère. Et le petit dernier peut utiliser le Palo Cortado. C'est un type à part dans les sherry, seulement à 1-2% de la production. Donc si on en trouve, allez-y, foncez, faut prendre. Il est mis à vieillir comme un fino, mais lui il perd sa flore bactérienne sans qu'on ait à ajouter d'alcool. Ce vin est fortifié à hauteur de 18%, comme l'Oloroso, et remis à vieillir. Il en résulte un sherry avec la corpulence et le caractère de l'Oloroso, mais également la fraîcheur et la sécheresse du fino. Très complexe. On a vu les vins secs. Ouais. Et maintenant, on va aborder les vins moelleux. Voilà, les vins moelleux. Ça s'applique également au sherry, mais à tous les vins qui vont être sucrés de manière générale. Les vins un peu mutés, Banyuls, Mori, les Porto. C'est vraiment pas quelque chose de moelleux qui est estampillé, Made in France. Voilà, ça s'applique à tout. Voilà, exactement. Alors du coup, il y a un type de vin doux
qui est le Pedro Ximénez, donc le plus sucré des sherry. Lui, il est produit à partir du cépage Pedro Ximénez, ou comme on l'a dit, Moscatel. Il est sucré et souvent servi en dessert. Petit gâteau, petit moelleux au chocolat, avec ça, ça passe impec. Alors, juste, est-ce que ça se rapproche, pour ceux qui n'ont jamais bu de ce genre de vin, à quelque chose comme un Rivesaltes ou on peut trouver ce type de vin un peu très sucré C'est complètement ça, en fait. Hein, l'idée, c'est gourmand. Il y a de la douceur, ça fait apéritif, ça fait vin de dessert. En ce qui concerne la conservation, l'embouteillage, ça marche comment? Alors les sherry, en fait, comme les vins, ils sont généralement embouteillés entre... Enfin, pas comme les vins, mais on les fait vieillir en tout cas, et on peut attendre un bon moment. Généralement, c'est entre 12 et 15 ans, même si certains vont jusqu'à 30 ans. Hein. Tu as dit que ça pouvait vieillir jusqu'à 30 ans. Ouais. Il se passe quoi au-delà? En fait, c'est même un petit peu avant qu'il se passe des choses, c'est qu'on va laisser dans la pyramide 12 à 15 ans, et après on soutire, on met en bouteille, et là on va faire vieillir par exemple 15, 20 ans de plus en cave, classiquement comme un vin français en fait. Hein. Il y a des réglementations spécifiques? En fait, il y a 100 millions de litres qui sont vendus chaque année, mais ça représente 40% de la production. Ah oui. Seulement 40%. En fait, ça permet à ce que les stocks de sherry s'épuisent pas trop vite, parce que si on met tout... Ce qui correspond de fait au tout début sur la capacité de production de fûts de sherry pour les distilleries en fait. C'est ce qui fait qu'un fût va coûter extrêmement cher. Parce que c'est compliqué à en trouver. Voilà, c'est compliqué à en trouver. Okay. Il y a une réglementation, je pense, qui s'applique à ça. Ouais. Alors il y a un terme un peu espagnol dont je ne prononcerai pas, si c'est un truc genre Consejo de Regulador. Qui régule un peu tout ça et qui autorise donc les fameux 40%. Voilà, et que du coup, donc comme je le disais tout de suite, donc il y a 100 millions de litres, enfin ça c'est toi qui le disais, vendus chaque année il me semble, et que le plus gros consommateur c'est le Royaume-Uni. Ensuite il y a l'Espagne et ensuite les Pays-Bas. Les Pays-Bas derrière. Qui représentent respectivement donc 29, 25 et 16%. Et nous on est loin derrière, parce que du sherry, les Français... nous en consommons très peu. On est plus sur nos vins à nous. Comme on disait, Banyuls, vins d'apéritif, les Rivesaltes, les Madères, et encore, à nous, non, Madère, non, je la Madère, c'est en France. Ouais, et les Portos. Pas mal les Portos tout de même. D'accord. Du coup, je pense qu'aussi on pourra faire une vidéo, peut-être, je ne sais pas, à voir. Donc sur l'influence des sherry dans les Portos. Dans le Porto, dans le whisky. Dans le whisky, mais je crois qu'il n'y a pas que le whisky qui utilise des sherry. Il me semble avoir vu des cognacs. Les cognacs. Les armagnacs. Les rhums également. J'ai vu, je crois, certains gin qui peuvent utiliser aussi peut-être ce genre pour faire des Old Tom par exemple. Donc le sherry est très utilisé, que ce soit de manière brute ou via le vieillissement, grâce à son fût, via le vieillissement en fût. Ouais. Okay. Exactement. Et peut-être aborder dans un sous-thème le whisky, le sherry et les associations culinaires. Ça pourrait être sympa de savoir. Ça peut être pas mal, parce qu'on en a parlé un petit peu avec les desserts, mais il y a beaucoup à dire aussi. On verra ça. Alors justement, n'hésitez pas dans les commentaires du post à mettre vos interrogations. Également ce que vous avez pensé de ce genre de format de vidéo. Vous voudriez peut-être avoir comme type de vidéo des formats un peu plus longs, un peu plus courts, j'en sais rien. En fait, je sais même pas combien de temps va durer cette vidéo. On va essayer qu'elle ne dépasse pas 12 minutes. Non, on va voir ça. Et voilà. Si donc, vous avez des sujets peut-être, n'hésitez pas à nous les soumettre. Exactement. Enfin, les soumettre à Julien. Allez-y, puis on essaiera de répondre à tout ça, et ça sera avec grand plaisir de partager nos connaissances, nos recherches. Voilà, alors comme disent les youtubeurs, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous sur Facebook, Instagram, vous likez tout ça, vous me suivez, puis vous serez au courant de tout ce qui se fait à la cave, les animations, les soirées, les événements, les nouveautés, tout, voilà. Eh bien, merci de nous avoir regardé jusque-là. Merci Julien. Merci à toi mon Karim, merci beaucoup. C'est cool. De faire ça avec toi, c'était vraiment fun. Merci à toi. Toujours pareil. C'était un vrai plaisir. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ouais. Allez, ciao.